Donc maintenant, on a vu que les radiothérapies pourraient être responsables d'artériopathie, et les deux dernières représentations vont vous montrer comment on peut les prendre en charge, en commençant par les artériopathies radiques cervicales. Et je remercie le professeur Reda Senkoja de Nice de venir nous présenter cela. Voilà. Monsieur le modérateur, chers collègues, je vais donc vous parler aujourd'hui de la prise en charge des sténoses carotidiennes radiques. Donc je vais démarrer. L'irradiation cervicale est un facteur de risque de sténose carotidienne. Ça entraîne une agression directe de la paroi artérielle avec une prolifération de l'intima, une nécrose de la média, une fibrose périadventicielle avec thrombose des vases azorum. Donc accélération de la progression de la pathologie athéromateuse classique. Ce qu'il est important de noter, c'est que les sténoses radiques sont des sténoses athéromateuses. Donc pour ce qui est de la prise en charge, mais c'est comme pour les sténoses athéromateuses, asymptomatiques ou symptomatiques. Ce sont les mêmes prises en charge que pour les sténoses athéromateuses banales. Par contre, il y a quand même des particularités à la sténose carotidienne radique. Ce sont des patients à haut risque neurologique et c'est des patients à haut risque chirurgical. Comment? Là encore, comme pour les sténoses athéromateuses banales, on a trois possibilités. Soit le traitement médical seul, antiplaquettaire, statine, IEC, soit chirurgie carotidienne et traitement médical optimum, soit stenting carotidien et traitement médical optimum. Les sténoses carotidiennes radiques, je vous l'ai dit, sont des patients à haut risque neurologique du fait d'une augmentation du risque neurologique qui est multiplié par 5, sans doute liée à la progression plus rapide de ces sténoses radiques. Ce sont des lésions souvent longues, complexes, ça dépend bien sûr du terrain irradié, et les localisations sont plus particulières, en particulier atteignent fréquemment la carotide commune. Ce sont aussi des patients à haut risque chirurgical. Le cou irradié a des tissus remaniés, rigides, des cicatrices rétractiles, parfois des trachéostomies. Donc tout ceci augmente le risque opératoire, avec risque de lésions des nerfs crâniens, qui sont quand même rarement permanentes, des problèmes de cicatrisation de la région cervicale et une endartériectomie surtout souvent difficile, ce qui fait que dans ce contexte, on est amené plus souvent à faire des pontages. Donc se pose légitimement la question de savoir si l'on ne peut pas remplacer la chirurgie par un traitement endovasculaire à type de stenting. Alors à ce sujet, la littérature est très abondante sur les résultats de la chirurgie ou du stenting pour les sténoses carotidiennes radiques. Une diapo qui ne me rajeunit pas, en 2000 déjà, nous avions publié 17 cas de sténose radique traités chirurgicalement avec des bons résultats analogues à ceux des sténoses athéromateuses habituelles. Un peu plus tard, Guy Lesèche, à Paris, avait montré sur une série un peu plus importante de 30 cas, là encore, des résultats chirurgicaux tout à fait satisfaisants pour ces sténoses radiques. En 2008, Jean-Pierre Favre a publié dans une série multicentrique française, une des plus importantes de la littérature, 149 cas de sténose radique, avec des résultats à court terme tout à fait satisfaisants, comparables à la chirurgie, mais peut-être à moyen long terme une tendance à plus de thrombose et de rosténose. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2007 sur la prise en charge des sténoses carotidiennes ont fait peu de place à l'angioplastie par rapport à la chirurgie. Mais il y avait une fenêtre ouverte néanmoins pour l'angioplastie, en particulier pour des patients considérés à risque chirurgical comme les sténoses radiques et les sténoses post-chirurgicales. Ainsi, pour les sténoses radiques, l'angioplastie avec stent représente une alternative à la chirurgie lorsqu'un geste de revascularisation est indiqué. Le choix de la stratégie entre chirurgie et stenting doit se discuter en fonction du caractère symptomatique ou non de la sténose, de son degré de sévérité, de l'espérance de vie, c'est important, de l'état cutané, on le verra, et des paramètres anatomiques. Ici, une série britannique publiée en 2012 qui montrait des résultats comparant chirurgie et stenting, avec des résultats qui étaient même un petit peu meilleurs pour la chirurgie par rapport au traitement endovasculaire par stenting. Certes, des lésions des nerfs crâniens dans 10% des cas, mais rarement permanentes.
Et la conclusion des auteurs qui montre que le contexte radique ne contre-indique pas la chirurgie, contrairement à ce que certains auraient pu penser. Et même certains vont plus loin, ils considèrent que la carotide radique, c'est une contre-indication au stenting carotidien. Une autre série nord-américaine, là encore, l'angioplastie carotidienne est sûre et durable, sauf pour les carotides radiques. Une méta-analyse publiée dans Stroke en 2012, portant sur 27 études, comparant chirurgie et stenting carotidien pour les sténoses radiques, montre des sténoses beaucoup plus élevées après angioplastie stenting, jusqu'à 25% des cas, avec des événements neurologiques plus élevés en termes de fréquence pour le stenting. Si l'on fait la synthèse de cette littérature, le traitement par stenting ne fait pas mieux que la chirurgie pour le traitement des sténoses radiques. Les résultats immédiats sont équivalents, les résultats tardifs sont souvent moins bons, avec des resténoses symptomatiques, et le taux d'événements neurologiques est plus élevé. Par contre, il n'y a pas d'études randomisées comparant chirurgie et esthétique, donc le niveau de preuve est faible. Alors, en conclusion, sur cette revue de la littérature, la chirurgie reste le gold standard pour le traitement des sténoses radiques. Alors, il faut bien sûr faire la balance entre risques et bénéfices. Contre la chirurgie carotidienne, l'atteinte des nerfs crâniens, les retards de cicatrisation, les infections, quand il y a une trachéostomie à côté. Pour la chirurgie, un taux d'AVC périopératoire inférieur, un taux de resténose faible. Contre le stenting, le risque d'AVC périopératoire, le risque de resténose, souvent symptomatique. Mais l'avantage du stenting, ça évite la cervicotomie, c'est adapté aux coups hostiles et c'est adapté aux lésions hautes. Alors, est-ce qu'il y a donc une place pour traiter les sténoses radiques avec une angioplastie et un stenting? Alors, il est vrai que le traitement endovasculaire a quelques avantages, pas d'atteinte des nerfs crâniens, pas de complications locales, une anesthésie locale et sans doute une diminution du risque cardiaque. Quand vous avez un patient de ce style avec un coup hostile, une trachéostomie, il est certain que le chirurgien va beaucoup hésiter pour proposer une cervicotomie. Il en est de même pour ces patients qui ont des coups vraiment hostiles et pour lesquels la chirurgie paraît difficile à envisager. Par contre, chez ces patients qui ont eu une irradiation cervicale, il ne me semble pas y avoir de contre-indication en termes locales pour une chirurgie. Et l'exemple de ce patient que j'ai opéré il y a à peu près 3 semaines, qui avait un antécédent chirurgical ORL, une irradiation, et pour lequel j'ai fait une endartérectomie carotidienne sans problème. Les contre-indications anatomiques de l'angioplastie carotidienne sont bien connues, en particulier tout ce qui gêne la navigation, comme les arches bonuines, les tortuosités. Je vais juste vous montrer quelques exemples. Une boucle au niveau de la carotide interne, qui va être une contre-indication de l'angioplastie, un athérome calcifié marcheur de l'arche aortique. Voici encore des lésions complexes qui vont contre-indiquer un stenting, ainsi qu'une athéromatose majeure de la crosse aortique. Alors voici un exemple avec une lésion complexe de la carotide interne, pas de stenting possible, et même dans ce cas-là, on préférera faire un pontage, ici un pontage veineux pour les risques infectieux, avec un contrôle satisfaisant. Je rappellerai d'autre part que pour les sténoses symptomatiques, le risque neurologique est augmenté par le stenting. Ici, les études multicentriques contrôlées, en jaune le stenting, en bleu la chirurgie, et on voit très nettement un risque plus important pour le stenting. Et dans l'étude CREST nord-américaine qui comparait chirurgie et stenting, on voit très bien qu'au-delà de 70 ans, le risque de complications morbimortalité, qui était de 6%, passe à 12% au-delà de 70 ans. Le stenting est contre-indiqué chez les patients âgés. En conclusion, et je serai dans les temps, bon résultat des 2 techniques à court terme. Sélection des malades, c'est très important, en particulier les coups hostiles. Risque de lésion des nerfs crâniens pour la chirurgie, mais c'est rarement validant à long terme. Taux d'événements neurologiques et de resténose supérieur pour le traitement endovasculaire. Ainsi, l'endartérectomie carotidienne reste la technique de référence. Le stenting carotidien est réservé aux patients ayant une indication de revascularisation et une contre-indication à la chirurgie. Et c'est essentiellement ce que je vous ai montré, c'est les coups hostiles.
la décision du traitement endovasculaire doit prendre en compte le bénéfice-risque du stenting par rapport au traitement médical optimum. Cela impose une analyse précise des conditions de navigation endovasculaire et ça nécessite une équipe ayant une large expérience de cette technique endovasculaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup déjà d'avoir bien respecté le temps et d'avoir été très clair avec les dernières diapositives. On voit très bien que finalement c'est des lésions qu'on traite toujours beaucoup comme les lésions habituelles athéromateuses chirurgicalement finalement. La question qu'on peut poser, est-ce que là, en voyant qu'on a de plus en plus de patients qui sont traités par radiothérapie grâce aux nouvelles possibilités de radiothérapie, est-ce que le nombre de patients augmente finalement ou est-ce que ça reste stable? On voit le même nombre de patients traités par an pour ce type de sténose radique dans les services. Il n'y a pas eu de changement de la population, il n'y a pas de plus en plus de gens. Et est-ce que l'espérance de vie, le fait que ce soit des patients qui ont été traités pour cancer, on sait que dans les sténoses asymptomatiques, on a des règles à respecter d'espérance de vie pour le patient pour pouvoir les traiter. Est-ce que ça rentre en compte? Est-ce qu'on en discute avec l'oncologue des fois? À quel moment il en est de son traitement? Est-ce qu'il est guéri, pas guéri, son espérance de vie? Alors, en termes de fréquence, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une augmentation, ni même une diminution d'ailleurs, malgré les progrès de la radiothérapie, qui sont sans doute entraînent moins de conséquences vasculaires chez nos patients. Néanmoins, on en voit très régulièrement. Je vous ai montré un cas très récent, d'il y a 15 jours, 3 semaines. En général, il est bien entendu que le contexte carcinologique de ces patients est important. Si c'est un patient qui n'est pas stabilité sur le plan cancer, on ne va pas envisager a priori une revascularisation. Mais très souvent, ce sont des patients qui sont guéris de leur cancer, puisqu'ils ont eu ces radiothérapies souvent il y a 5, 10 ans, 15 ans. Donc souvent, ce sont des patients guéris et chez qui on peut proposer cette chirurgie ou ce stenting. Merci beaucoup. Il y a des questions dans la salle. Ruben? Juste une petite question. Souvent, comment je les appréhende? Moi, on dilate peu, on fait plus d'endodectomie, effectivement. C'est le type de plaque qu'on a et on peut les faire caractériser aussi bien à l'écho Doppler que souvent quand on voit les images au scanner, dans le scanner. Ça empêche que ces patients-là ont des facteurs de risque cardiovasculaires, donc ils peuvent avoir une plaque qui évolue avec une plaque molle. Et il y a des fois, c'est vraiment des plaques fibreuses. Et on a vraiment cette appréciation-là à l'écho-Doppler, tout comme au scanner. Et dans ces cas de figure-là, outre les contre-indications formelles, anatomiques, de navigation ou autres, des fois, on peut être amené à les dilater. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cela? Amené à les dilater quand même, c'est-à-dire, moi j'ai pourtant pour habitude, ou moi je me basais sur les recommandations anciennes, où je me disais, les sténoses radiques, on les dilatait beaucoup plus facilement, et celles qui étaient, bon, certes, dans un cadre de radiothérapie, mais les patients qui évoluaient avec des facteurs de risque qui entraînaient une nouvelle plaque athéromateuse, celles-ci, je préférais les opérer. Et celles qui étaient purement radiques et fibrotiques, j'avais tendance à beaucoup plus les dilater. Est-ce qu'il ne faut plus faire ça maintenant? Moi, nous considère dans notre service que le stenting carotidien, c'est essentiellement proposé chez les patients qui ont un cou blindé, chez lesquels on ne peut pas envisager vraiment de cervicotomie de façon sereine. Ceci dit, je vous ai présenté une série qui datait publiée en 2000, donc il y a 19 ans, ça ne me rajeunit pas, où on avait fait de la chirurgie sur ces coups blindés avec de très bons résultats. Donc, on réserve en général l'indication de stenting à des cas très particuliers, mais on considère que la chirurgie, et on l'a vu dans toutes les séries, fait beaucoup mieux. Il y a un taux de rosténose très élevé pour le stenting carotidien dans ce contexte radique, encore plus que dans le contexte rosténo-chirurgical. C'est pour ça que nous, on est un petit peu revenu en arrière sur le stenting des lésions radiques. Je voulais, aller dans ton sens au niveau d'un commentaire, Reda. C'est que j'ai pas l'impression que ça change au niveau fréquence, mais c'est des données un petit peu subjectives. Par contre, j'ai l'impression qu'avec le temps, on voit moins ce qu'on voyait, alors tu parles il y a très longtemps, des coups complètement blindés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a changé et qui va aussi dans le sens de la chirurgie. Il y a 20 ans, on voyait des plaques de bois là qui étaient littéralement prises, qu'on ne voit moins. Alors c'est aussi subjectif, mais je pense que les progrès de la radiothérapie, ils sont pour quelque chose. Oui, je suis tout à fait d'accord. On a en général des coups qui sont beaucoup moins hostiles actuellement après radiothérapie. Je pense que c'est les progrès des radiothérapeutes qui ont sans doute des doses différentes. Ah. On peut donner un micro.
Ça tient à la technique, en fait, la toxicité avec les coups blindés. Ça se voyait énormément avec l'utilisation du cobalt. Depuis qu'on a arrêté l'utilisation du cobalt, on a beaucoup moins de fibrose cervicale. Donc l'impression que vous avez depuis quelques années, c'est normal, puisque là on est en photons de haute énergie, donc il y a moins de toxicité. Par contre, on n'a pas de préservation des axes vasculaires. C'est-à-dire quand dans nos volumes cibles, on regarde, si on veut, ce que prend la carotide, mais on ne regarde pas du tout, c'est intégré dans le volume cible ganglionnaire. Donc on n'a fait pas de préservation carotidienne. Merci beaucoup. D'autres questions ou on peut passer à la dernière présentation? Professeur Chakfé, merci beaucoup au professeur Hassan Koja.